un tout nouvel épisode d'Inspire-toi. Aujourd'hui, je reçois Marianne Brisebois. Allô, Marianne. Allô. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, merci d'avoir accepté mon invitation. Et merci de m'avoir invitée. Je dis tout le temps ça, mais en même temps, c'est tellement important. Sans les personnes, là, je ne pourrais pas faire mes podcasts. Donc, Marianne, tu es autrice de 4 romans. Oui, à ton jeune âge, c'est quand même impressionnant. On les a ici sur la table. Avant qu'on commence la discussion, j'aimerais ça que tu te présentes, que tu me parles un peu de tes études, de ton dernier livre qui vient de sortir, là, puis un peu ce qui t'a mené à l'écriture. Oui, ben en fait, oui, 4 romans depuis genre une semaine. Le dernier est sorti le 11 octobre. En fait, ben oui, moi, j'ai pas un parcours en littérature. J'ai fait en premier un bac en psychologie, puis tout de suite après, j'ai fait un bac en communication. Ça serait une longue histoire, mais je pense que le domaine de la psycho m'intéressait vraiment, mais moins le marché du travail. Puis, qu'est-ce que j'aimais des coms, c'est vraiment le volet plus rédaction, écriture. Ouais, ça me rejoignait vraiment, fait que j'ai étudié là-dedans après. Puis maintenant, je travaille en communication pour le milieu communautaire. Ça fait quelques années. Et j'ai commencé à écrire, mais comme toute ma vie, là, j'ai écrit. Là, je pense que j'avais 8 ans, puis on me disait « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » Puis je disais « Je veux écrire des livres. » Après ça, on se fait tout le temps comme rattraper par le réalisme. Oui! Puis, mais tu sais, ça a tout le temps été quelque chose qui était dans ma tête. J'ai tout le temps écrit. Après ça, j'ai fait de la collaboration dans des blogs. Après, pour le travail, c'est sûr. Puis, quand la pandémie est arrivée, j'ai commencé à écrire mon premier roman. C'est une idée que j'avais eue en tête un petit peu avant. Puis, ça a été le bon timing. Finalement, on a eu plus que 2 semaines de pandémie. Là, parce que, fait que dans le fond, en seulement 3 ans, tu as sorti 4 romans. Ouais, ben, c'est que oui, mais il faut savoir que quand on écrit un roman, le temps qu'il soit lu par une maison d'édition et approuvé et qu'ensuite on signe un contrat, il y a comme 1 an et demi qui se passe. Mais oui, lui a été écrit en 2020. Ça, c'est pour ceux qui que écoutent en audio, c'est Sauf que Sam est mort. Sauf que Sam est mort, mon premier roman. Oui, je l'ai écrit en 2020. Puis là, ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Mais quand même, c'est impressionnant. Ouais. Tu sais, moi, mon Dieu. Mais mon processus d'écriture est intense, puis je l'ai découvert justement grâce à l'écriture de mon premier roman. C'est pas quelque chose que je m'étais dit au départ. Je vais commencer à écrire un roman, puis en 2 mois, je vais l'avoir fini. C'est vraiment pas mon genre d'être comme ça. C'est juste ça s'est présenté comme ça, mon processus créatif. OK. Puis voilà, donc en 2020, ça a été mon projet pandémie. Puis j'ai écrit Sauf que ça m'est mort, mais on dirait que c'était pas non plus avec une idée précise de ça va devenir publié. C'était vraiment comme le processus est arrivé comme ça, puis c'était tellement intense pour moi. Je l'aime tellement. À chaque fois que je le regarde, je suis comme merci. Merci d'être arrivé. Tu peux tellement être fière, là, parce que franchement, là, 4 romans. Là, toi, tu as 29 ans. Ouais. 4 romans à 29 ans, c'est déjà excellent. Il y en a qui en écriront jamais dans leur vie. Puis encore plus, il y en a qui vont en écrire puis qui seront jamais publiés. Fait que, tu sais, c'est super. Ouais, c'est tout moi, je trouve ça vraiment impressionnant. C'est ça aussi, le milieu de l'édition, tu sais, c'est tout un. Puis c'est pour ça que, tu sais, quand je parle du fait que j'écris rapidement, je veux pas non plus décourager des gens qui auraient pas ce rythme-là d'écriture parce que je dis toujours en entrevue, il y a autant de processus créatifs qu'il y a d'écrivains. Mm-hmm. Fait que c'est pas, tu sais, c'est pas comme une compétition où je veux pas dire non plus aux gens comme si tu veux écrire un roman, tu devrais le terminer super rapidement. On est tellement tous différents là-dessus. Puis là, je déborde, je t'ai supposé me présenter. Non, c'est correct. On est là pour ça, mais parle-moi, parce que là, moi, je connais pas le monde de l'édition. Tu sais, j'ai jamais écrit de roman. Parle-moi un peu de comment ça fonctionne. Tu sais, une fois que tu écris ton premier livre, c'est quoi que tu fais là? J'imagine que tu envoies ton manuscrit à des maisons d'édition, mais c'est quoi le processus? C'est tout un univers aussi qui n'est pas connu tant que ça. En fait, une fois qu'on écrit notre manuscrit, ben là, c'est sûr que c'est des mois de travail, c'est de la relecture, de la révision. Mais il faut un peu faire ses devoirs de quelle maison d'édition serait appropriée pour rendre cette histoire-là disponible au public. Parce que les maisons d'édition, il y en a plein, puis ils ont des collections, des publics cibles différents, une manière aussi d'amener les romans jusqu'aux tablettes qui est différent d'une maison à l'autre. Moi, c'est sûr que quand j'avais eu l'idée de Sauf que Sam est mort, puis là, ça s'est concrétisé en OK, là, je pense que je vais l'aboutir, ça va devenir un projet de manuscrit complet. J'ai tout le temps eu en arrière de la tête que je voulais que ce soit publié chez Urtubise parce que je trouvais qu'il allait tellement bien avec leur collection romans contemporains où il y a d'autres romans avec le même public cible qui sont plus ciblés.
jeune adulte, justement contemporain, beaucoup de référents culturels, les thèmes et tout ça. Donc, je savais que je voulais qu'il soit publié là-bas. Mais après ça, j'ai été très chanceuse que ce soit eux qui m'aient sélectionné parce que je l'avais envoyé aussi à d'autres maisons d'édition. Donc, ouais, pour répondre à ta question, on finit de l'écrire. Ensuite, on se dit, bon, à quelle maison d'édition irait bien? Normalement, plus qu'une parce que sinon, on pourrait être déçu. Puis, c'est un processus qui est long. Puis après ça, une fois qu'on l'envoie à des maisons d'édition, il faut quand même mettre une petite lettre de présentation puis un résumé. Et ça peut prendre jusqu'à 6 mois, même 1 an avant d'être contacté par une maison d'édition. Des fois, il y en a qui répondent juste pas quand c'est un refus ou quand c'est un oui. Ça avait pris 3 mois avec Urtubise. Puis ensuite, ben là, le comité, l'équipe nous rencontre. Et c'est là qu'on parle de comment ils ont apprécié le manuscrit, comment ils le voient, le travail qui va être fait ensuite. Donc, on signe un contrat, si on veut signer le contrat, bien sûr. Et après ça, au moment où on signe le contrat, normalement, le roman sort seulement dans 1 an. Ou même des fois, j'ai entendu 18 mois. À moins d'être un auteur plus confirmé là, dans une maison d'édition déjà, ça peut aller un peu plus vite. Et après ça, on travaille dessus avec l'éditeur pendant une période d'à peu près 3 mois. Où l'éditeur va avoir passé à travers le manuscrit. Les éditeurs, c'est des gens tellement impressionnants. Ils ont un cerveau tellement minutieux, ils voient tous les détails. C'est quoi leur travail à eux, en fait? Eux, c'est d'amener ton manuscrit à son meilleur, que ça devienne... C'est plus un manuscrit, c'est un livre. Ça, c'est différent. Et l'éditeur, lui, doit le lire. Il va tout repérer, autant au niveau de la langue qu'au niveau des incohérences, des longueurs, des choses qui n'ont pas nécessairement de sens avec la chronologie, le superflu, ou dans d'autres cas, ça peut être « Hey, ça manque d'étoffe » ou « Ça, on peut s'en passer ». Puis c'est beaucoup des commentaires. Puis l'auteur, c'est sûr que ça va dépendre. Il y a des gens qui peuvent avoir une autre expérience avec d'autres éditeurs, mais il va toujours, l'éditeur, mettre en marge ses commentaires. Puis nous, comme auteurs, on peut quand même le challenger, dire moi je suis d'accord, pas d'accord. Mais normalement, leur travail est tellement impressionnant, on a confiance en eux. Leur objectif, c'est d'amener le roman au mieux. Puis une fois que cette étape-là, il y a beaucoup d'allers-retours, c'est beaucoup de travail. Au final, on le lit un nombre incalculable de fois, le livre. Et à la fin, il est révisé par un réviseur linguistique. Et après ça, par quelqu'un on l'appelle le réviseur d'épreuve, c'est quand le livre il est mis en page dans sa forme comme on le voit à l'intérieur du livre. Ce n'est plus un document Word. Et après ça, on le relit encore. Puis voilà. Puis après ça, il y a sa date de parution là, qui est normalement 2-3 mois après qu'on ait tout fini de le lire. Puis comment tu prends ça, mettons, parce qu'on s'entend mettre autant d'heures de travail dans un roman pour comme recevoir des critiques, même si c'est des critiques constructives. Est-ce que tu trouves ça difficile ou... Ben, j'aurais cru que oui, parce que quand j'écris, c'est très, très émotif, mon rapport à l'écriture du livre. Je suis pas quelqu'un comme avec un plan puis plein de choses. C'est vraiment comme... C'est très émotif. Je me sens dans un processus comme si j'étais en amour complètement. Puis... finalement, non, même que j'aime ça, ce processus-là, parce qu'il y a assez de temps aussi qui s'est écoulé entre la finalisation de l'écriture du premier jet et le travail éditorial. Fait que j'ai un recul. On dirait que je suis comme un peu passée, ben pas passée à autre chose, mais tu sais, il est plus dans ma tête en train de m'obséder. On dirait que j'ai plus de recul, j'ai une vision plus critique quand je le lis. Puis dans la plupart, ben, j'ai un très bon lien avec mon éditeur. Je trouve souvent qu'un éditeur, il faut que tu aies un bon fit, presque comme avec un psychologue, parce que c'est quelqu'un qui rentre dans ton intimité, qui finit par te connaître par cœur. Puis c'est ça. Donc, puis je le reçois pas comme de la critique, c'est vraiment comme du peaufinement. Puis c'est le fun. Puis, tu sais, souvent, on va dire que le métier d'auteur commence à la réécriture. Puis c'est vrai. C'est là qu'on travaille. L'écriture du premier jet, oui, est un travail en soi, mais quand on sent qu'il y a une professionnalisation de l'écriture, c'est dans cette partie-là. Puis, tu dirais, mettons, parce que souvent, on entend à quel point, mettons, l'auteur, par rapport à ses romans, reçoit une mini-partie du profit parce que, justement, comme tu as nommé, il y a tellement de monde qui passe sur le livre que c'est normal que ces gens-là doivent être payés. Combien de livres ça prend avant que tu sois capable d'en vivre à 100%?
Ça, c'est une bonne question parce qu'en fait, on fait 10 % par livre. Donc, puis moi, mes livres sont quand même assez gros. Donc, ils vont être détaillés un petit peu plus cher que, par exemple, un roman jeunesse qui va être comme 18 $. Donc, le 10 % va changer. Mais tu sais, je fais à peu près 2,90 par livre. Fait que pour que ça devienne un salaire, ça dépend de votre perception du salaire. Mais tu sais, bon, pour faire, je sais pas, mon tour de 40 000, ça en prend des livres. Oui, ça en prend. Puis le marché québécois, c'est quand même, tu sais, moi, je sens que j'ai le lectorat que je voulais. Là. Tu sais, je me dis pas, j'aimerais ça en vendre 1 million. Ben, je veux dire, oui, j'aimerais ça. Oui, tout le monde aimerait ça, mais par rapport au marché québécois, je trouve que la visibilité que j'ai, les retours que j'ai, c'est ça que je veux. On veut, quand on écrit des livres, qu'ils soient lus par notre public cible. Donc, par rapport au marché québécois, je sens que oui, j'occupe une belle place là-dedans. Mais est-ce que au final, ça me donne un salaire pour vivre? Non. Okay. Non, c'est sûr que non. Puis ben là, après ça, toute la question de est-ce que ces pourcentages-là devraient être questionnés, c'est tellement large, ce débat-là, parce que au final, les éditeurs aussi prennent d'énormes risques. Oui. On s'entend qu'une fois qu'on imprime le livre en 2000, 3000 copies, ben on sait pas la réception du public, ça va être quoi. Puis, tu sais, il y a tellement de travail autour de ça. Moi, je suis tellement reconnaissante pour le travail qui se fait largement dans l'équipe chez Urtubise. Il y a plein de départements. C'est pas juste moi et l'éditeur. Donc, oui, après ça, tu sais, il y a aussi une part qui va aux détaillants, les librairies, puis eux aussi, on sait qu'ils en arrachent. Puis, fait que c'est ça, tu sais, oui, c'est sûr que c'est un marché aussi où il y a toujours ces questions-là. Est-ce que l'auteur fait assez d'argent? Mais après ça, ça va aussi plus loin que ça. Quand il y a des activités de visibilité, de promotion, ben on n'est pas payé non plus là-dedans. Fait que c'est le milieu des arts en général aussi, je crois. Le milieu artistique, c'est toujours un milieu où est-ce que faut que tu travailles fort longtemps, puis à un moment donné, ça devient payant, soit par ton travail ou monétairement. Exact, oui. Mais, puis j'ai comme peut-être une drôle de question, mais tu sais, on parle des librairies, tout ça, mais beaucoup de gens vont louer leur livre à la bibliothèque. Est-ce que ça peut... Parce que, tu sais, il y a la question, mettons, il y en a qui vont se dire, ouais, mais je vais le lire une fois, je vais le louer à la bibliothèque. Il y a des questions, il y en a, ça va être monétaire, il y en a d'autres, ça va être au niveau de l'écologie, là, si je peux dire. Mais... Est-ce que de le louer à la bibliothèque, ça nuit à un auteur ou... Non, parce que... Ben non, en fait, non. Parce qu'on va toujours encourager toutes les façons de lire possibles, même si moi, j'apprends que quelqu'un l'a prêté à quelqu'un, c'est bien correct. Mais oui. Puis aussi, avec les bibliothèques, puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris, on doit s'enregistrer au programme de droit du prêt public, qui est une façon d'enregistrer les livres. C'est tellement old school, la manière de faire ça, mais faut s'enregistrer. Puis à la fin de l'année, il y a des petites redevances quand même qui sont données aux auteurs à cause de la distribution dans les bibliothèques. OK. Puis après ça, tu sais, non, la bibliothèque, ça ouvre la porte à ce que tellement de gens puissent lire, à l'accessibilité, à la lecture aussi. Fait que non, je dirais jamais qu'on n'encourage pas les auteurs en allant à la bibliothèque. Là. Mais je trouve ça bien parce que je trouve que c'est un concept justement qui permet à même une personne qui a moins les moyens de se dire, je vais me divertir en lisant un livre, puis je vais découvrir... Tu sais, des fois, tu connais pas l'auteur ou tu connais pas... Tu sais, tu te dis, est-ce que je vais aimer l'histoire? Bien, en allant à la bibliothèque, tu peux l'essayer. Puis comme ça t'a rien coûté, entre guillemets. Oui, puis tu sais, pour les gens aussi qui en lisent comme 12 par semaine, ben tu sais, je pense que c'est une bonne chose aussi. Puis faut pas non plus prendre, tu sais, tenir pour acquis que tout le monde a l'espace pour acheter 15 livres par semaine dans sa maison, même si c'est pas juste au niveau financier. Fait non, les bibliothèques, c'est tellement une façon de rendre la lecture accessible que si ce concept-là existait pas, je pense qu'on serait une bonne gang à dire que ça devrait exister. Oui, c'est sûr. Je pense que depuis la pandémie, on a eu vraiment... comme un retour à la lecture, si je peux dire. Moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui lisait plus jeune. Puis pendant quelques années, mettons, j'avais vraiment... comme je ne prenais plus le temps de lire. Puis à un moment donné, dernièrement, je me suis remise à lire un petit peu. D'ailleurs, j'ai lu Quelques solitudes, là, v'là un mois. Quelques solitudes, qui est ton 3e livre? 2e livre. Puis, c'est ça. Là, je trouve que c'est comme si c'est revenu une mode un petit peu, la lecture, avec BookTok sur TikTok. Bookstagram. Oui, c'est ça. Je trouve que ça l'amène une belle forme de publicité puis d'encouragement vers la lecture parce que les gens vont présenter un livre qu'ils ont reçu, vont présenter des livres qu'ils ont lus, puis ils vont donner leur critique. Puis souvent, c'est comme ça qu'on va... Moi, d'ailleurs, Quelques solitudes, c'est à cause d'un club de lecture en ligne auquel je participe. C'est
YouTubeuse, dans le fond, elle fait des vlogs, mais sur Patreon. Là. OK. Puis je la suis depuis un bout de temps, puis elle a parti un club de lecture, puis elle disait « on va choisir notre livre à chaque mois », mais tu sais, dans le fond, c'est vraiment cool, là, parce qu'après ça, on interagit tout le monde ensemble sur la lecture qu'on a faite. Mais tu sais, j'ai l'impression vraiment, c'est ça, que BookTok puis Book Instagram, tout ça, ça l'a ramené la lecture davantage. Les gens se tournent un peu plus vers ça, je trouve. Oui, vraiment. Puis même moi, parce que quand, avant la pandémie, ben, tu sais, je t'ai dit, j'avais fait 2 bacs de suite, là. Fait que l'université, là, on s'entend pour dire, les études en général, ça tue un peu le plaisir de lire. Oui. Parce qu'on est tellement obligé de lire des choses, d'étudier, que quand on a du temps libre, ben, normalement, on aime mieux faire d'autres choses que lire, parce que c'est juste ça qu'on fait. On se détache un peu aussi de qu'est-ce qui est publié en ce moment, qu'est-ce qui est contemporain. Mais puis moi, ça avait un peu fait ça. Ça avait créé comme une pause où je lisais presque pas pour le plaisir, alors que j'avais tout le temps lu dans ma vie. Puis c'est vrai, quand la pandémie a recommencé, non seulement c'est pendant cette période-là, je commençais à écrire, puis je commençais à voir qu'il y avait plein de gens qui partageaient leurs avis lecture, puis ça crée une communauté. Puis c'est le fun aussi quand on lit de partager avec les autres personnes nos impressions. Oui. Puis c'est super motivant. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont dire que ça fait qu'il y a des critiques qui circulent beaucoup, qui sont plus négatives, puis que ça peut influencer la lecture, mais encore là, tu sais, je trouve qu'avant, comparé à l'époque où les seules critiques qu'on avait, c'était comme 3 journalistes, puis c'est tout, puis ça s'arrête là. Ben là, s'il y a une critique négative, c'est là que tu te dis, ouais, ben j'ai perdu mes chances parce que la visibilité était vraiment moindre. Puis maintenant, je trouve ça tellement le fun que tout le monde puisse partager son avis, que tu peux voir aussi à quel point un livre peut toucher des gens de manière différente. Le contact aussi avec les critiques est beaucoup plus personnel que quand on voyait juste une critique dans les médias. Puis ouais, je trouve ça super le fun aussi que ça donne une publicité que même si on n'est pas un super lecteur, on va voir passer puis on va faire « Ah, ça m'inspirerait vraiment », puis comment on l'aurait eu autrement qu'avec les médias sociaux. Oui, c'est ça. Puis il y a l'application aussi Goodreads, là, sûrement que tu connais. Là. Mais moi, ça, c'est pour les lecteurs, pas pour les auteurs. Non, c'est ça. Mais tu sais, ça nous permet aussi, justement, de suivre des gens. Tu sais, moi, dernièrement, j'ai découvert cette application-là, puis tu sais, je finis un livre, je vais le noter, mettons, ou tu sais, les gens vont marquer des commentaires. Fait que tu vois un peu le style qui t'intéresse, puis selon ce que tu lis, tu peux avoir des propositions aussi. Fait que ça peut être intéressant. Oui. Est-ce que tu vises, dans le fond, est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, les auteurs vont aussi se tourner vers les médias traditionnels? Surtout, tu sais, toi, mettons, à 29 ans, est-ce que tu vas avoir plus tendance à aller sur les réseaux sociaux seulement ou tu vas faire un mix des deux? Bien, les médias traditionnels, tu veux dire comme les revues, les journaux et tout ça? Oui, la télé, puis même la radio. Oui, bien ça, en fait, c'est sûr que quand on est avec une maison d'édition un peu plus grande comme moi, on a un attaché de presse. Fait qu'eux vont, une fois que le livre sort, avoir un communiqué et l'envoyer à des médias qui sont médias traditionnels, mais aussi aux influenceurs, BookTok et tout ça. Donc, ben moi, je trouve que les deux, c'est le fun d'avoir des opportunités de visibilité dans les deux cas parce que ça rejoint aussi un public différent, mais aussi... Comme en ce moment-là, je trouve que c'est plus large là, comme contact, comme discussion, que si c'est une critique sur Instagram. Fait que je trouve que c'est comme... Je sais pas, c'est à multi-niveau. Non, mais je suis d'accord. C'est vrai que je pense que c'est important de pas minimiser l'impact de un ou l'autre. Non, exactement. Des fois, il y en a qui vont mettre tous leurs œufs dans le même panier, comme on dit, mais je trouve que c'est important parce que justement, il n'y a pas d'âge pour lire un livre, tu sais, dans le sens que même si c'est un livre, on va dire, qui est considéré ado ou jeune adulte, il y a des gens qui vont aimer ça, le lire quand même plus vieux, ou même il y a des jeunes qui vont se dire, ben moi, je suis plus évoluée dans ma lecture, fait que j'ai envie de le lire. Oui, puis les médias plus traditionnels aussi, comme lire une longue entrevue qui a été mise dans le magazine Les Libraires, c'est le fun, là, on est plus en détail. Fait qu'un va aussi compléter l'autre. Je pense que ça n'a pas les mêmes objectifs non plus. Fait que c'est pas que je trouve que que je trouve pas que les médias traditionnels ont plus leur place. Non, non. Puis aussi les médias sociaux, ben ça fait que moi-même, je peux avoir une interaction qui est plus directe
tout ça est le fun au final. Est-ce que tu reçois des messages de tes lecteurs qui te disent leurs impressions? Ouais, beaucoup. Puis ça, c'est le fun. Mon Dieu, ça, on s'habitue pas à ça, là. C'est pas... tu sais, je me souviens, moi, quand avant, je lisais des livres qui me touchaient vraiment, j'avais tellement envie d'écrire à l'auteur, mais je me disais, peut-être qu'il va être tanné ou il va pas le lire. Mais c'est pas vrai, là. C'est comme, même après 4 romans, des messages qui rentrent à tous les jours, puis je me dis jamais comme, là. Tu sais, hey, non, là, c'est magnifique. Puis c'est un peu ça l'objectif aussi pendant que j'écris. Je me dis tout le temps comme, hey, j'espère que ça va rejoindre, cette partie-là va faire écho chez des gens ou telle autre partie, puis d'avoir comme ça de la rétroaction directe, même si c'est juste 2-3 lignes, puis des fois c'est comme un paragraphe, mon Dieu, c'est là où on voit que c'est plus que juste un livre qui est lancé dans l'univers, la façon que ça va faire réfléchir la personne, que ça va la toucher. Hey, des gens qui m'ont dit que Sauf que Sam est mort, qui est 500 pages, que c'est la 3e fois qu'ils le lisent. Je suis comme, mon Dieu. Ouais, c'est le fun de le savoir, là. Ah ouais, ça, c'est très, très le fun. Ouais. Mais parle-moi justement de Sauf que Sam est mort, là. Mettons, si tu veux me le résumer un petit peu, puis aussi me dire comment tu choisis tes couvertures. Ça m'intéresse. Mais les couvertures, je peux répondre tout de suite parce que ça fait un peu partie du processus avec l'éditeur une fois qu'on signe le contrat. En fait, on choisit un artiste au début. En tout cas, chez Urtubise, on m'avait demandé s'il y avait une artiste que j'aimais, que j'imaginais pour faire la couverture. Puis moi, c'est Mélanie Masclé. Je l'avais découvert parce qu'elle avait fait une édition limitée d'une étiquette de bière où ils font des bières de microbrasserie comme artisanales, puis ça fait la promotion des artistes locaux. Puis j'avais commencé à la suivre, puis j'aimerais ça que ce soit elle, et ça a été elle. Donc, j'ai vraiment contente. Puis au début, avec l'éditeur, on faisait une petite idéation. Qu'est-ce qu'on pense qui devrait se retrouver sur la couverture? Ensuite, on envoie quelques points à l'illustratrice. On peut aussi lui envoyer des passages du roman qui représenteraient comme celle de Tant que ce sera l'été. Oui, tu veux le montrer? Oui, c'est comme un lever de soleil. Puis, un couple. Faut lire le livre. En tout cas, deux personnes. C'est un couple. Faut lire le livre. Et qui regarde un coucher de soleil. Puis il y avait vraiment comme un passage qui décrivait un peu cette scène-là. Fait que ça, on l'envoyait à l'illustratrice. Après ça, elle nous fait des croquis en noir et blanc. Et c'est là qu'on peut faire comme ça, non, tu peux enlever ça. Et après ça, elle va proposer des déclinaisons de couleurs. OK. Puis après, on fait OK, c'est ça. Voilà. OK. Puis mettons, même chose pour ce qui est des titres. Là. Les titres, c'est moi. C'est moi. Non, mais le titre, c'est toi qui le choisis, mais je veux dire au niveau de la police d'écriture. Ah oui, là. oui. Ça, c'est aussi c'est l'illustratrice qui le propose aussi. OK. Puis c'est ça. Parle-moi un peu de Sauf que Sam est mort, qui est ton projet pandémie. Mon premier, en fait, Sauf que Sam est mort. Tu sais, je disais que j'ai tout le temps écrit dans ma vie. J'avais 8 ans, je voulais faire ça. Mais j'avais comme un peu repoussé, pas repoussé, mais j'avais pas encore eu une idée de roman qui avait été claire. Tu sais, j'en avais déjà eu à genre 14 ans. Mais mettons un bon roman. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, j'étais dans le métro. Puis j'ai vraiment eu l'idée claire de cette histoire-là qui est l'histoire d'Alexandra qui était la copine de Sam. Le titre le dit, Sauf que Sam est mort. Ils ont 26-28 ans. Et Sam décède jeune, donc à 28 ans. Et c'est l'histoire d'Alex qui va devoir vivre ce deuil-là avec le meilleur ami de Sam, Jean-Thomas, qui avait une relation très, très, très fusionnelle. C'était un meilleur ami assez... la proximité est une grosse partie des thèmes de ce roman-là, l'intimité en amitié. Et c'est un roman aussi qui est découpé avec des retours dans le temps. Donc, on a autant accès à quand Sam était vivant qu'après, dans le processus de deuil, quand il est mort. Puis les scènes sont décrites au présent tout le temps, même quand on retourne en arrière. Parce que, oui, c'est un roman sur le deuil, mais moi, je voulais aussi beaucoup aborder les relations dans la vingtaine. Fait que montrer aussi comment la relation amoureuse entre Sam et Alex s'est bâtie, comment l'ami de Sam se mêlait à tout ça. Fait que ça fait que c'est souvent très drôle. Puis après ça, quand on retombe dans le présent où Sam est décédé, là, c'est beaucoup plus triste, on aborde le deuil. Puis moi, dans cette idée-là que j'avais eue au départ, que je vais demander, je pense que j'étais mon idée de roman, c'est d'aborder le deuil avec un chum ou une blonde quand on a cet âge-là, la mi-vingtaine, parce que c'est là où on se pose un peu la question, c'est qui ta famille? Est-ce que ta famille, c'est tes parents ou c'est
ton partenaire, ton chum, blonde, est-ce que ça dépend de depuis combien de temps tu es avec? Est-ce que ça dépend des projets que vous avez ensemble? Et la place que la famille a, nos parents, frères et sœurs, est-ce que tout ça, je trouvais que ça amenait des nuances intéressantes. Ouais, puis c'est là où je me suis dit, hey, je pense que je tiens une idée de roman. J'avais eu comme la narration du premier chapitre qui commençait à s'installer dans ma tête. Puis j'ai choisi de faire une ligne du temps comme celle-là. Ça m'a beaucoup inspirée de pouvoir retourner en arrière, de jouer avec la temporalité. Puis voilà, donc ça, c'est mon premier. Que je pensais au départ pas que ça serait un aussi gros roman. Puis finalement, j'ai beaucoup appris sur ma manière d'écrire à moi. C'était la première fois que je me livrais à cet exercice-là. Et oui, ça a donné un gros roman. Mais c'est le titre, tu sais, a l'air d'être comme c'est triste, mais les commentaires qu'on reçoit en général, c'est que c'est autant drôle que triste. Mais c'est le fun, un livre qui te fait justement passer par comme plein d'émotions. D'ailleurs, comme je reviens à Quelques solitudes parce que c'est celui-là que j'ai lu, mais je pense que tu fais ça un petit peu aussi, là, tu sais, c'est un peu plus, moi, comment je l'ai vu, c'est plus comme journal intime un peu, là, avec les dates, les retours dans le temps, tout ça. J'ai trouvé ça intéressant, justement, d'apporter, qu'on voit un peu le passé. Puis, tu sais, des fois, on va lire un livre où est-ce qu'on n'a pas le avant, puis là, on doit se l'imaginer. Exact. Mais j'ai aimé ça, d'avoir un livre où est-ce que j'ai pas besoin de me... en fait, je me l'imagine de ce que je lis, mais c'est inscrit dedans. On le vit avec le personnage aussi. Exactement. Puis, tu dirais... comment tu as développé ton style d'écriture? C'est quoi ton processus littéraire? Littéraire, oui, c'est ça. Ouais, d'écriture. Tu sais, comme pour Sauf que Sam est mort, je pense que d'y aller comme un peu... j'y vais avec mon processus à moi et non avec une idée de qu'est-ce que ça devrait être. Puis, vu que moi, je suis vraiment pas quelqu'un de structuré, vraiment pas organisé, le fait de me lancer dans un roman qui était en ligne du temps déconstruite, ça me permettait d'être vraiment all-in avec mon inspiration à moi. Fait que je me disais... OK, là, j'ai vraiment l'inspiration de la scène, par exemple, des funérailles. Puis après ça, là, j'ai l'idée d'une scène juste que mes 3 personnages sont en train de juste chiller au parc La Fontaine. Je pouvais tout de suite aller là-dedans et non comme trop penser structure et tout. Puis finalement, oui, il y a une cohérence dans tout ça, mais d'y aller vraiment avec qu'est-ce qui m'inspire et non comme je pense qu'il faudrait que j'écrive sur ça parce que je pense que ça me freinerait. Puis mon processus, là, c'est vraiment qu'une fois que je dis habitée, là, ça sonne un peu ésotérique, mais une fois que je suis vraiment habitée par mon personnage principal, par sa situation initiale, tu sais, même comme tu as vu dans Quelques solitudes, ça commence, le personnage a déjà vécu une rupture. Ça commence, puis là, on sait qu'il s'est passé quelque chose avec le personnage, comme dans Sauf que Sam est mort, dès le départ, on comprend que Sam est mort. Je suis habitée par où en est mon personnage au début, puis avec les thèmes que j'ai envie d'explorer dans ce roman-là. Puis après ça, on dirait que le reste de l'inspiration va venir en écrivant. Pour moi, c'est pas important de savoir comment ça va finir. C'est pas important de savoir... Je pourrais savoir pendant l'écriture que, hey, mon Dieu, je m'en vais vers ça. Mais étant donné que j'écris rapidement, la structure se maintient quand même, parce que je l'écris dans un bloc de temps où je ne prends pas de pause. C'est quoi ce bloc de temps-là, rapidement, pour toi? À peu près 2-3 mois. Mon Dieu! Ouais, parce que, justement, je pense que quelqu'un qui aurait un plan, il peut vraiment comme, OK, puis là, il va commencer par écrire le début, il y aura une façon de voir comment les choses vont s'en venir, mais moi, vu que je pense pas qu'un jour je pourrais être comme ça, être structurée, c'est vraiment ça qui fait que mes romans vont avoir quand même une temporalité, une ligne du temps, et un contenu qui se tient, qui est cohérent, parce que une fois que je commence, je suis un peu comme quelqu'un qui serait en train de le lire. Je suis habitée par l'histoire, j'ai envie de la continuer. C'est tout le temps dans ma tête, puis j'ai tout le temps envie de continuer à l'écrire, mais il faut pas que j'arrête, par exemple. Fait que c'est ça qui va faire que, il y a pas de structure, mais oui, parce que c'est comme si je l'écrivais d'un coup. Oui. Puis là, tantôt, tu sais, on parlait un peu du fait que c'est pas nécessairement possible de vivre de l'écriture seulement. Ça, J'imagine que tu as un travail en dehors. Oui. Donc, comment tu trouves, tu sais, comment tu réussis à jumeler ça, jongler avec le travail pour être capable de payer tes factures, mais trouver quand même le temps d'écrire, puis pour ta vie personnelle aussi, Oui. C'est sûr que là, les premiers ont été
aidés. Ils ont été aidés par la pandémie. Oui. Parce que là, il y avait moins le jumelage avec le transport, avec la vie sociale en plus, là, parce que bon, c'est plus facile. Mais après ça, moi, je travaille dans un organisme communautaire et j'ai un horaire qui n'est pas 9 à 5, qui est beaucoup plus flexible. J'ai commencé au départ aussi en étant à 3 jours par semaine. Il y a une flexibilité dans mon horaire qui aide vraiment. Puis, ben, c'est sûr que, comme là, dans les derniers mois, j'écris pas, puis parce que j'ai fait beaucoup de travail éditorial, parce qu'il y a Tant que ce sera l'été et Mais l'automne est arrivé qui sont sortis dans la même année. Oui, donc, c'est beaucoup de travail. On s'entend, c'est des romans d'à peu près 400 pages, puis il faut les lire et se casser la tête. Donc, il n'y a pas d'espace pour, comme je disais, là, être comme habité par quelque chose de nouveau. Puis c'est vraiment correct comme ça. Mais une fois qu'il y a quelque chose qui est dans ma tête, il faut que je sache que j'ai du temps devant moi. Comme, faut que je sache que j'ai cette disponibilité-là, mais j'ai pas de difficulté à dire, par exemple, à des gens que je suis pas disponible pour qu'est-ce qui a plus rapport à la vie sociale, parce que, ben, c'est vraiment important pour moi d'écrire. Oui. Tu sais, c'est pas comme je veux faire de l'overtime au bureau, là, c'est vraiment comme, je sens que c'est super important pour moi d'écrire, je sens que quand l'inspiration est là, il faut pas que je passe à côté, mais je vais pas non plus être quelqu'un qui va me forcer à écrire, comme, par exemple, là, en ce moment, j'ai pas écrit dans les derniers mois, puis je me dis pas, oh mon Dieu, faudrait que j'écrive de quoi. Je veux avoir cette inspiration-là qui est là, puis l'envie d'écrire. Fait que la conciliation se fait quand même bien, puis aussi, c'est sur une courte période. Fait que je sais que j'ai comme 2-3 mois à être plus là-dedans, mais aussi la fatigue s'installe toute seule quand je sens que ça fait longtemps que j'écris, puis là, j'ai envie de faire autre chose. Je pense que ça s'est maintenant mieux tissé à ma vie quotidienne, l'écriture, qu'au départ, c'était comme un peu... overwhelming. Oui, ben, c'est sûr aussi que d'avoir la possibilité d'être publié, tu veux prendre ça au sérieux. Tu veux que tes livres tu veux que tes livres continuent d'être publiés. C'est sûr que quand tu as l'inspiration, moi aussi, j'ai un côté très artistique là, pour autre chose, mais c'est sûr que quand c'est là, c'est maintenant. Là, tu peux pas dire « Ah, on va tasser ça, puis on va la reprendre plus tard parce qu'elle sera peut-être plus là. » Exact. Oui, il y a tellement de passages que des fois, je me dis, si je m'étais assis une demi-heure plus tôt, une demi-heure plus tard, ça n'aurait pas donné la même chose à cause de l'inspiration qui est là. Puis pour la même raison que si je suis pas inspirée, je vais pas me forcer à écrire. Non, c'est ça. Puis est-ce que tu prends, mettons, est-ce que des fois, tu peux être dehors en train de marcher pour te rendre au métro ou dans le métro, puis là, avoir une idée, est-ce que tu le notes? Comment ça fonctionne? Je note pas, mais je vais m'en souvenir. OK. Ouais, parce que dans le temps de Sauf que Sam est mort, vu que j'étais comme tout le temps à l'intérieur avec la pandémie, si j'étais au travail, puis j'avais quelque chose qui popait dans ma tête, je le griffonnais vite sur une feuille à côté. Comme des fois, c'était juste comme un mot, puis là, après ça faisait « Ah oui, ça ». Mais maintenant, je pense que à chaque fois que je suis en processus d'écriture, tous mes déplacements, j'adore le transport en commun. Toutes mes marches, mes longs trajets dans le métro, tout ça, là, c'est un espace d'inspiration qui est vraiment important pour moi. Puis oui, mais les notes se prennent dans ma tête, ouais. C'est sûr que comme t'as rien à faire d'autre que, mettons, être assis dans le métro. C'est sûr que ça laisse place à l'imagination. Comment tu développes tes personnages? Est-ce que tu te fies... Est-ce qu'il y a une partie de toi dans tes livres ou c'est complètement différent? Comment tu amènes tes personnages? Comment tu fais pour les développer? Bien, c'est sûr qu'on le demande souvent parce que c'est des romans qui sont contemporains, les personnages ont à peu près mon âge. Fait que la partie qui ressemble à moi... Je dirais que c'est comme un petit 20% dans le livre. C'est plus que ça vient de mon cerveau. Fait que même si l'histoire, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, il n'y a aucune de ces histoires-là que c'est quelque chose que moi, j'ai vécu. Mais oui, il va y avoir, quand les personnages, les dialogues et tout, il y a mes amis plus proches vont dire « Mon Dieu, on entend ta voix, ta répartie pour certaines choses. » Mais sinon, la manière de les développer, c'est vraiment comme si je suis vraiment attachée à eux. Vraiment attachée. Puis je sais de quelle façon je veux qu'ils apportent du développement au thème. Je sais de quelle façon je veux qu'ils sensibilisent quelque chose. Puis j'aime tellement quand mes personnages ont des conversations où on a envie d'être avec eux dans cette conversation-là. On dirait que je développe un attachement à eux qui facilite après leur personnalité parce que j'ai envie d'être là, j'ai envie d'être leur amie. Puis la façon aussi dont ils peuvent être un peu... Comme toi, tu as lu Quelques solitudes. Oui. Lily et Cadieux vont vivre des choses qui sont
opposés, mais qui se rejoignent en même temps. Puis elle a une personnalité beaucoup plus bubbly, spontanée. Et lui, il a comme quelque chose de tellement froid, mais qui est attachant là-dedans. Puis j'aime ça qu'ils viennent apporter quelque chose au thème de la solitude qui est différent, mais que ça devienne naturel, que les deux personnages se rejoignent. Ouais. Puis j'ai envie d'être là. En fait, c'est ça qui m'aide vraiment à le développer. Je voulais, tu sais, dans Sauf que ça m'est mort, je voulais un meilleur ami comme Jean-Thomas. Oui, je comprends. Ouais. Puis comment tu trouves ça, mettons, de faire vivre à tes personnages quelque chose que tu n'as pas vécu? Mm-hmm. Est-ce que tu essaies de te mettre à leur place? Est-ce que tu fais de la recherche sur, mettons... tu sais, je veux dire, là, c'est sûr que le deuil, on connaît ça en gros, mais est-ce que, mettons, tu t'informes auprès des gens, mettons, dans ces âges-là qui ont vécu un deuil? Comment ça fonctionne? Bien, de ne pas l'avoir vécu, je trouve que ça dépend pourquoi. Parce que moi, ce qui me drive, me motive le plus à écrire, c'est vraiment les nuances dans l'évolution psychologique d'un personnage. Fait que, par exemple, un deuil, je pense pas que même si j'allais interviewer quelqu'un qui a vécu un deuil, la deuxième personne que j'interviewerais me dirait les mêmes choses. Non, c'est sûr. Puis mon personnage est tellement... C'est le deuil d'Alex par rapport à la mort de Sam. Fait que tout ça est tellement nuancé et tellement humain que aller là-dedans, moi, c'est ça qui rend mon processus d'écriture addictif. J'écrivais Sauf que Sam est mort, puis j'étais en deuil de Sam, là, parce que, mon Dieu, oui, puis j'étais comme en amour avec ça. Puis de le vivre avec les personnages, c'est ça qui motive mon écriture, d'aller dans des nuances où moi, j'irais peut-être pas là dans mes propres réflexions. C'est ça qui est tellement motivant pour moi, qui me plonge là-dedans. Mais... fait que, ouais, j'aurais plein de la misère en ce moment à écrire de l'autofiction parce que c'est ça qui me motive, moi, c'est d'aller dans des directions où c'est peut-être pas nécessairement quelque chose que j'ai vécu, mais qu'il y a des nuances plus universelles qui vont s'appliquer à ça. Mais par exemple, Quelques solitudes, étant donné que j'abordais des enjeux là, de santé mentale, j'avais vu beaucoup de choses dans ma formation en psychologie, mais je voulais pas amener des choses qui sont fausses ou qui sont stéréotypées un peu trop ou que les données étaient plus bonnes. J'avais fait mon bac en 2013 à 2016. Donc, j'avais des données par rapport à l'hospitalisation, à la médication, mais est-ce que c'est encore bon? Fait qu'après, ça, c'est plus cette partie-là. Qu'est-ce qui est vraiment le tangible, que je veux pas mettre des trucs qui sont faux, là, les trucs qui sont vrais. Fait que j'avais eu un appel après l'écriture du livre avec un intervenant puis j'avais posé plein de questions, puis j'étais allée corriger des choses après. C'est vraiment plus là-dedans que je veux pas aller dans le faux. Mais dans tout ce qui est humain, je pense que c'est ça qui fait que des livres sont marquants, c'est qu'on met pas l'humain sur quelque chose d'universel, d'uniforme, en fait. Oui, bien c'est sûr que peu importe ce qu'on vit, que ce soit un deuil, une séparation, justement, comme tu dis, il y a personne qui le vit de la même façon. Non. Fait que c'est le fun que tu amènes tes personnages à le vivre à la manière que toi, tu sens qu'ils ont à le vivre. Eux le vivent, ouais. C'est ça. Ouais. Puis, justement, si tu me parles un peu de Quelques solitudes, là, on va le présenter un peu pour après en discuter davantage. Oui, bien, Quelques solitudes, c'est mon deuxième roman. C'est l'histoire de... quand l'histoire commence, en fait, c'est Lily qui est de retour chez sa mère après une rupture. C'est une rupture d'une relation de 10 ans. Le personnage a 26 ans, donc était avec le même copain depuis le secondaire. Et on comprend que la relation s'est mal terminée, étant donné qu'elle s'est comme un peu fait mettre dehors, de retour chez sa mère. Et elle doit un peu... ce que ce livre-là aborde aussi dans une rupture d'une relation aussi longue, qui est commencée aussi jeune, c'est de retrouver ton individualité. Parce que tu as tellement tout en commun avec la même personne depuis tellement jeune. C'est comme si ton identité d'adulte s'est formée dans un couple aussi. Puis c'est un peu le dilemme de c'est qui mes vrais amis, c'est qui les amis à mon chum, c'est quoi mes projets, puis c'était quoi mes projets communs. Et la ligne du temps est en retour dans le temps au début parce qu'on veut comprendre pourquoi ils se sont séparés. Puis on va être au présent, puis on va voir en plus que c'est un couple qui allait bien. Puis là, j'aime ça qu'on le vive avec le personnage parce que si on savait juste comment ça s'est terminé, je pense qu'on serait un peu teinté de jugement, d'interprétation, mais de vivre la rupture avec le personnage, ça l'amène des nuances. Comme je dis, ma passion, c'est les nuances humaines. Et après ça, elle va avoir une opportunité d'aller vivre en colocation dans une grande maison. C'est un deal un peu bizarre, pas cher, mais comme à Laval. Avant, elle habitait sur le plateau. Puis là, elle se retrouve avec Simon-Pierre Cadieux, qu'elle va appeler Cadieux parce qu'elle trouve que son nom est long. Puis lui est aussi de son âge et visiblement très, très seul. Et
pas bien, puis il a une personnalité opposée à la sienne, il est très froid, il est très distant. Puis elle, étant donné qu'elle a un peu rien à faire, là, elle a plus d'amis, elle est dans cette maison-là toute seule avec lui, on dirait que son objectif, ça va être de creuser pour savoir c'est qui ce gars-là, pourquoi il est tout seul, de percer sa bulle. Puis c'est sûr, là, il y a une relation qui va se tisser entre les personnages qui vont apprendre à se connaître. Et de tout ça, elle amène différents thèmes autour de la solitude dans la jeune vingtaine. Et voilà, donc c'est aussi drôle, tu sais, c'est drôle. Les personnages ont une répartie qui est intéressante. Beaucoup de référents culturels à notre génération. Oui, vraiment. Mais moi, je l'ai trouvé... dans mon premier épisode de podcast, on a parlé, entre autres, justement... de quand t'arrives, mettons, près de la trentaine, puis que c'est le moment des choix décisifs, tu sais, de devoir comme te questionner sur est-ce que ce que je suis en train de vivre puis ce que je vais vivre pour la prochaine décennie, c'est ça que je veux encore. Mais je trouve que Quelques solitudes a apporté ça un petit peu parce que, tu sais, justement, comme tu le dis, Lily, elle a plus d'amis, elle s'est séparée d'une relation où est-ce que c'était ses repères, tout est à changer, elle change de logement, il y a tellement de choses. Je trouve que ça l'amène bien, cette réflexion-là, justement, à son approche de la trentaine, comme tout est ébranlé, puis finalement, tu sais, elle doit comme un peu se reconstruire. Oui. Puis la façon qu'elle le fait dans le livre, tu sais, je veux pas te dire aucun spoiler, là, mais la façon qu'elle le fait dans le livre, je trouve que il y a une certaine douceur, puis il y a une certaine bienveillance aussi qu'elle doit se donner. Puis tu sais, Cadieux, il est tellement rigide comme personnage que... Je trouve que le mix des deux est comme vraiment intéressant. Ouais, parce que lui, il y a des réflexions qui sont comme un peu plus tranchées, qui va vraiment comme la challenger parce que justement, il est rigide, il y a des réflexions, puis elle, au-delà de ça, elle est plus rêveuse, elle est plus... Puis oui, c'est vrai que ça fait bienveillant l'un envers l'autre, ça ils se complètent bien. Ce thème-là aussi de la vingtaine, le thème, ça a l'air large de dire le thème de la vingtaine, mais c'est quelque chose qui, moi aussi, me passionne, non seulement parce que, oui, je suis dans cette tranche d'âge-là, mais parce que c'est vrai que les nuances sont là au niveau des choix de vie. Il y a des gens, là, qui ont 22 ans, puis ont déjà une maison, un projet d'enfant, puis ils ont terminé leurs études, ça fait longtemps, donc leur vie est complètement différente. Puis moi, des fois, j'ai l'impression que je suis encore au cégep, là, tu sais, je suis en colocation, tu sais, j'essaie de, tu sais, puis j'ai pas comme de projet de maison, j'ai pas de projet d'enfant, mais est-ce que on est moins mature pour ça? Pas nécessairement. Puis on se remet en question aussi parce que on a tellement de possibilités dans cette tranche d'âge-là que, ouais, c'est souvent... Puis dans Sauf que ça, mémoire aussi, on parle beaucoup comme, c'est quoi devenir un adulte? C'est quoi avoir réussi? C'est tellement anxiogène, toutes ces décisions-là, on s'entend, parce que des fois, tu te sens en retard sur les autres. Tu peux te dire, hey, telle personne, justement, a sa maison, son salaire fixe, tu sais, mettons, il est stable professionnellement. Puis moi, j'ai encore de la misère à m'acheter un paquet de gomme, mettons, tu sais, c'est comme, on dirait que ça vient comme... C'est ça, justement, encore une fois, que je parlais dans mon épisode 1, tu sais, des fois, ça vient anxiogène, sauf que ce que j'ai aimé, justement, de Quelques solitudes, c'est qu'on dirait que ça normalise cet aspect-là de la vie, puis ça se peut que tu n'ailles pas tout placé devant toi, comme dans la vingtaine, là. Même dans ton début de trentaine, même dans ton milieu de trentaine, tu sais, c'est pas grave, puis il est jamais trop tard, puis il est jamais trop tôt non plus. Peu importe ce que tu veux faire, tu peux toujours le faire, puis c'est ça que j'ai aimé, l'aspect de dire, regarde, elle recommence à zéro, mais tu sais... Puis ça va bien, là. C'est ça. Ça va bien, puis en plus, elle apprend à plus découvrir sa valeur à elle, alors que... puis tu sais, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, d'avoir été en relation avec la même personne du secondaire jusqu'à 28 ans. Puis c'est fou comment, on dirait que juste d'être avec une autre personne, t'as une sécurité par rapport à tes projets. Parce que tous les projets se font à deux. Fait que c'est pas comme toi être perdu dans l'univers. T'as l'impression qu'il y a toujours quelqu'un pour valider tes choix, pour te pousser, pour t'encourager. Puis c'est positif, là. C'est pas comme, une relation, ça fait juste comme te faire oublier, quitter. Non, parce que aussi, ça t'enlève des... Ouais, t'as un partenaire, t'as quelqu'un qui t'appuie. Puis tout ça, après ça, une fois que ce repère-là tombe, il y a pas longtemps, je disais à mon copain, genre, j'ai l'impression que j'ai trop de possibilités. Puis tu sais, ça a l'air positif, mais même, en plus, il y a cette quote-là dans...
cette réplique-là, dans Tant que ce sera l'été, parce qu'en fait, c'est l'histoire de deux personnages qui fuient une secte. Donc, c'est une vie où ils étaient très encadrés. Ouais. Mon Dieu, je m'attendais pas à ça! Je vous le dis. En fait, c'est que moi, j'aimais bien qu'on le découvre en le lisant, mais presque toutes les... C'est ça le thème principal du livre. Fait qu'on le voit partout que c'est ça l'histoire. Et donc, les deux personnages, ils ont une vie ultra structurée. Tu prends pas vraiment de décision quand t'es dans une secte. Tout est régi par la communauté, par des règlements. Et ils s'en vont en Gaspésie, puis ils deviennent amis avec deux personnes qui sont ultra bohèmes, libres, qui changent d'idée tout le temps. Puis, à un moment donné, Gabriel, un des personnages principaux, il va dire, ils réalisent pas que leurs anxiétés viennent du fait d'avoir trop de possibilités. Par rapport à eux, que leurs anxiétés, c'est d'en avoir jamais eu de possibilités. Puis, ouais, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est un cadeau d'avoir plein de possibilités, mais on est tellement perdus en même temps. Ouais. Oui, tellement. Puis, je suis tellement d'accord avec ça, parce que je suis la première à avoir tellement 1001 projets que je veux accomplir. Oui. Puis des fois, je me dis, j'aurais pas assez de ma vie pour les faire. Exact. Puis ça vient justement des fois plus stressant qu'autre chose, parce que tu te dis, oui, mais je voudrais faire ça, mais je voudrais faire ça, mais j'ai besoin de finances pour le faire, j'ai besoin de temps. Tout le temps. Après ça, il faudrait que je sois debout 24 heures sur 24 pour le faire. Fait que ça vient vraiment intense. Là, on parle de Tant que ça sera l'été. Oui. Là, tu me dis une secte. Je m'attendais vraiment pas à ça. Est-ce que tu as fait des recherches sur c'est quoi une secte? Oui, là-dessus, c'est comme une passion que j'avais, les sectes. Ah oui? Oui, c'est vraiment une passion que j'avais. Ben, c'est pas un livre qui décrit une secte, parce que le livre se passe au moment où les deux personnages décident de s'en aller. Donc, c'est vraiment plus un livre sur l'émancipation, la recherche justement d'identité, d'individualité, le genre de dilemme. Puis ça aussi, ça peut comme s'extrapoler à des gens, n'importe qui, pas besoin d'avoir vécu quelque chose d'aussi drastique que quitter sa famille, mais le dilemme de c'est quoi... Qu'est-ce que je veux garder par rapport à mon héritage familial, puis qu'est-ce que je veux complètement faire une croix là-dessus. La culpabilité aussi de sentir que peut-être que notre famille, c'est pas ce qui est le plus important pour nous, pour s'émanciper, pour s'épanouir comme individu. Mais les sectes m'ont tout le temps vraiment passionnée. Et quand j'étais plus petite, là, j'avais peut-être 10 ans, à côté de chez ma tante, il y avait une famille qui était dans une secte, on peut dire nouveau mouvement religieux. Et puis, un des règlements, j'imagine, c'est de vraiment avoir des enfants sans cesse. Ah ouais. Et il y avait, je pense, 19 enfants dans cette famille-là. Ouais. Puis j'avais appris comme des choses comme par rapport au fait que c'est sûr que c'est caché et tout ça, mais les filles allaient pas à l'école après le secondaire pour aider leurs parents. Puis il y a plein de choses là-dedans qui m'ont comme passionnée. Puis j'étais super jeune, là, puis je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, mettons, que tu veux plus être dans cette famille-là si tu as juste connu ça. Puis je savais aussi qu'il était un peu coupé des autres personnes qui en faisaient pas partie. Aussi au niveau de l'éducation. Après ça, il y avait eu comme des scandales par rapport à des écoles qui passaient pour des écoles privées ou publiques, là, mais en fait, c'était juste une éducation par rapport à la communauté religieuse. En tout cas, nouveau mouvement religieux. Et après ça, quand j'étais en psychologie, on avait eu une conférence d'une personne qui avait tout vécu le processus de se faire recruter dans une secte. Puis c'était tellement intéressant parce que il y a tellement de jugements autour de ça, comme si c'est juste que t'es naïf ou t'es démuni intellectuellement, puis que t'as pas ce qu'il faut pour voir les signes. Mais cette conférence-là était tellement intéressante parce que tu réalises aussi que les gens dans les sectes, ils vont chercher quelque chose qu'ils n'ont pas dans leur vie depuis longtemps, puis c'est la solidarité, la communauté. C'est comme je disais tantôt, juste d'être en couple, tu as l'impression que tu as quelqu'un qui te soutient, puis tu vis moins d'insécurité, d'être dans une communauté. C'est quelque chose qu'il y a des gens qui vont chercher une paix là-dedans. Après ça, il y a plein de choses là-dedans qui sont négatives au bout de la ligne, mais le livre ne va pas aller dépeindre une secte à proprement parler, comment ça se passait, parce que là aussi, je sais qu'il y a tellement de nuances là-dedans, mais c'est beaucoup une façon d'amener le sujet de l'émancipation, le sujet un peu de la révolte par rapport à sa famille. Puis c'est le fun parce que c'est un roman d'été, d'émancipation. Les deux personnages vont fuir Montréal pour s'en aller en Gaspésie ensemble. C'est Emma qui a 19 ans avec Gabriel qui a 21 ans. Ils viennent de la même communauté, mais ils se connaissaient pas vraiment.
Et ils arrivent dans une auberge parce que Gabriel avait déjà voulu s'enfuir quand il avait 18 ans, puis il avait connu cette auberge-là, qui est inspirée du Sea Shack à Sainte-Anne-des-Monts, où c'est très cool, faire le party là. Puis, et donc, ils passent leur été là avec eux, et c'est vraiment comme un livre où, en même temps aussi, il y a des premières fois, essayer plein de choses, aussi la réticence par rapport au changement, la recherche de soi, puis le parallèle entre les personnages complètement bohèmes, plus libres, et les deux là, qui sont tout à refaire, à essayer. Ouais. Donc, puis, ben, comment ça termine, il y a un peu comme un petit punch final. Donc, ça ouvrait la porte à « Mais l'automne est arrivé », qui est la suite de « Tant que ce sera l'été ». Oui, puis dans le fond, c'est la suite. Est-ce que ça va être juste 2 tomes ou tu veux faire... Oui, non, ça va être 2 tomes. Okay. Comme je te dis au début, tu sais, mon processus d'écriture, quand j'ai commencé Tant que ce sera l'été, j'imaginais pas qu'il y aurait une suite. OK. C'est en allant vers la fin où je faisais tout le temps lire à peu près 3 chapitres à mon copain de l'époque. Puis là, quand il avait comme eu la fin, il m'avait dit... Là, il dit, tu vas pas finir ça en genre 40 pages, puis c'est tout, puis tout est bien qui finit bien. Puis là, moi, d'habitude, je ressens comme un genre de deuil quand je sens que j'approche la fin d'un roman. Puis je me dis, oh mon Dieu, c'est dans ma tête depuis tellement longtemps. Puis là, c'est fini avec mes personnages. Puis là, il m'a dit, non, là, on veut pas que tu sautes l'action, puis qu'on arrive à la fin. Ça l'ouvre la porte à tellement de choses qu'il m'a encouragée. Puis moi, j'étais encore dans le flow de penser à ces personnages-là. Fait que j'ai fait, OK, ouais, j'ai quelque chose pour faire une suite. Et voilà, donc merci. Oui, mais je trouve ça intéressant qu'il te donne son vraie opinion. Ouais. Plutôt que de dire « Ah, c'est bon », parce que, tu sais, des fois, les gens qui sont autour de toi, de nous, peu importe, on dirait que, tu sais, il y en a qui vont vouloir tellement t'encourager qu'ils ne voudront pas dire qu'est-ce qui fit pas ou qu'est-ce qui serait mieux. Fait que je trouve ça le fun qu'il ait amené ce point-là puis que finalement, tu te sois rendu compte que tu pouvais faire la suite. Ouais, puis quand on fait lire, si vous avez le goût d'écrire, quand on écrit quelque chose, faites-le pas lire à tout le monde, ça sert un peu à rien. Puis aussi, il faut choisir des gens dans notre public cible, parce que, tu sais, votre mère, elle va toujours trouver ça bon, qu'est-ce que vous faites. Oui, c'est sûr. Mais quelqu'un dans le public cible, c'est là que la personne va te challenger parce qu'elle va être comme un lecteur, puis ouais, donc... Puis, ce que je trouve, en tout cas, à date, des histoires que tu racontes, c'est tout complètement différent. Tu sais, on part d'un deuil à une séparation, à une secte. Ben, quitter une secte. Mais il y a quand même, je trouve, quelque chose qui les lie bien, qui est l'évolution du personnage dans ça. Puis, moi, ça me donne vraiment le goût de les lire. C'est sûr que je vais les lire. J'aimerais ça qu'on parle de... Mais l'automne est arrivé, dans le fond, qui est la suite de Tant que ce sera l'été. Puis après ça, je vais enchaîner sur mes autres questions. Oui. On achève déjà. Mais oui, puis l'évolution du personnage, moi, c'est souvent, là, quand je parle de mes livres, je dis qu'il se passe rien. Parce qu'il n'y a pas d'action. Il y en a, il se passe des choses, mais c'est beaucoup plus un livre sur l'évolution psychologique. C'est pour ça aussi que mes romans ont tendance à être gros, parce que je trouve que à entrer dans la psyché d'un personnage, dans ses nuances, dans sa personnalité, dans ses dilemmes, c'est pas simple, short and sweet. Puis c'est ça. Donc, oui, c'est ma passion. Mais l'automne est arrivé, en fait, c'est que quand le roman se termine, puis il faut pas que je donne le punch. Non. Mais il se passe quelque chose qui fait en sorte que les personnages doivent retourner à Montréal. OK. Et donc, c'est là où, dans le premier tome, Emma et Gabriel vont avoir des façons très différentes d'aborder la liberté. Gabriel est beaucoup plus en mode recul, il refuse un peu, il a l'impression qu'il est comme condamné, il est un peu énervant, là. il veut pas vraiment évoluer. Puis Emma, elle est comme plus jeune, puis elle est en mode, je veux tout essayer, rock'n'roll. Elle veut tout faire. Puis après ça, quand il retourne à Montréal, on amène les personnages à un autre niveau parce que on voit que c'est tellement gros quitter une secte, se trouver dans son individualité, que le contexte d'un été peut aider à beaucoup de choses. C'est pour ça que le titre « Tant que ce sera l'été », c'est comme si les personnages ne pensent pas à la suite. Ils font juste se dire « Tant qu'on est là, whatever, on remet à plus tard ». Et là, quand ils se retrouvent à Montréal, ils sont beaucoup plus confrontés à des dilemmes qui sont plus sérieux, qui ont plus rapport à leur vie, à leur ancienne vie aussi. Fait qu'on va aller plus loin dans leur développement, aussi dans comment leur relation entre eux va évoluer. La relation avec les personnages est très intéressante. C'est moi qui l'ai écrit, mais est très intéressante parce que j'aime beaucoup, beaucoup jouer avec les nuances et les limites dans une relation.
la frontière entre l'amour et l'amitié, le désir, le platonisme, tout ça est un beau terrain de jeu avec ces deux personnages-là. On va aller encore plus loin dans la suite de l'automne. Puis là, lui, il est sorti la semaine dernière. Le 11, il y a 2 semaines. 11 octobre. Ouais. À date, il a l'air d'avoir une très belle réceptivité. Ouais, je suis contente parce que c'est une suite. Fait que des fois, on se disait, s'il n'y a pas eu tant d'engouement pour le premier, ben là, le deuxième, je suis contente, ouais. Puis si on revient je reviens avec ma première question là, concernant les maisons d'édition. Ouais. Une fois que tu es les pieds dans la maison, là, est-ce que c'est assuré que peu importe ce que tu écris, ça va être publié? Non, vraiment pas. En fait, il faut repasser par un procès. Ben, repasser. Je l'envoie plus par la poste, là, dans une enveloppe. Mais en fait, il faut quand même que je le soumette à l'éditeur. Il faut que l'éditeur aussi l'approuve parce que dans une maison d'édition aussi, c'est pas juste est-ce que ton livre est bien écrit, c'est aussi est-ce qu'on a déjà quelque chose qui ressemble à ça qui va sortir dans la même année ou est-ce qu'on en voit trop des livres qui parlent de tel thème? Oui, est-ce qu'il y a de la place dans l'horaire? Est-ce que, tu sais, c'est ça, ou s'ils pourraient le lire pour faire comment? C'est pas bon, là. Ils ont encore le droit de trouver que c'est pas bon, là, tout à fait. Ils doivent encore, justement, l'approuver. Puis, oui, puis après ça, ben, on doit repasser par le même processus de l'éditer ensemble et tout ça. Fait que non, je pourrais soumettre quelque chose. Puis eux aussi, ils peuvent trouver que ça ne fit pas avec leur ligne éditoriale. Comme là, jusqu'à maintenant, on est dans la lignée roman contemporain qui est quand même dans l'air du temps. Mais je pourrais leur soumettre quelque chose de vraiment différent. Puis même si c'est mon nom, ils préfèrent comme, ben nous, on publie pas de genre, je sais pas, là, moi, de théâtre ou de poésie ou de quelque chose comme ça. Fait qu'il faut quand même... C'est ça. Il faut encore que la maison d'édition l'approuve, l'évalue, que ça corresponde à... C'est encore un risque, même si j'ai quand même déjà un nom, ben c'est encore un risque. Donc, il faut qu'ils mettent toutes les chances de leur côté. Puis, comment tu gères la pression suite à la publication d'un livre? Justement, là, mais l'automne est arrivé, dans le fond, ça vient tout juste de sortir il y a 2 semaines. J'imagine que tu as des dédicaces à aller faire, tu as des salons du livre. Est-ce que ça te crée un stress ou tu vis bien avec ça? Ben, le stress, il a été à mon premier, sauf que Sam est mort, beaucoup par rapport à comme la naïveté du débutant. Comme, tu sais, de trouver que mon livre, il est tellement... parfait que c'est dès que, tu sais, on est un peu plus dans le milieu de voir, hey, il y aura comme 120 000 critiques, là, c'est sûr que là-dedans, il y a du négatif, c'est sûr que quelqu'un va dire qu'est-ce qu'il a adoré, quelqu'un d'autre, il va moins l'aimer. De ce côté-là, là, tu sais, je parlais avec d'autres autrices qui disaient, comme, les filles, allez pas sur Goodreads, c'est pas bon pour votre santé mentale, c'est pour les lecteurs, c'est pas pour les auteurs. Mais pour tout le reste, qu'est-ce qui implique la visibilité, rencontrer des gens, moi, je suis une fille de communication, c'est ça que j'aime faire. J'aime ça écrire, mais j'aime tellement pouvoir en parler après. Je trouve tellement que c'est des moments privilégiés aussi dans les salons de rencontrer des lecteurs comme ça, là, de parler avec toi. C'est quelque chose que j'aime vraiment. Je sais qu'il y a des profils d'auteurs qui préfèrent rester derrière le clavier plus timide, mais si je travaille en communication, j'aime ça parler. Voilà. Mais je pense que ça peut être un avantage aussi parce que, tu sais, si on prend quelqu'un qui est super renfermé puis que justement préfère être derrière ou même utiliser un autre nom de plume, je peux comprendre cet aspect-là que cette personne-là est ultra créative, mais elle n'a pas envie d'être vue nécessairement en public. Sauf que c'est sûr que pour toi, les gens qui viennent connecter avec toi, les gens qui te rencontrent, que tu signes leur livre, ça doit être... Ils se sentent un peu liés à toi, entre guillemets, parce qu'ils savent que c'est toi qui l'as écrit. Fait que si tu publies autre chose... ils vont avoir envie de le lire parce qu'ils ont déjà eu un contact avec toi. Il y a une approche qui est le fun, c'est sûr. Puis moi, j'aime vraiment ça, là, justement, quand les gens viennent me parler, des fois, ils disent « Ah, t'es peut-être pressée. » Je suis pas pressée, je veux te parler. Mais oui. C'est le fun, Bien, c'est sûr. Est-ce que tu commences à te faire reconnaître, mettons, sur la rue? Ou... Non. Okay. Non, j'en suis pas là. Dans les salons du livre, oui, par exemple, si je me promène puis je suis pas à mon kiosque, là, oui, parce qu'on est avec la niche. Les gens qui sont là pour des auteurs, mais dans la rue, comme ça m'est jamais arrivé, non. T'as fait combien de salons du livre à date? 5. Ah oui? 5, je pense. Dans des villes différentes, là. Oui, parce que Montréal, 2 fois, Québec, Trois-Rivières, Gatineau. Je veux pas oublier quelqu'un. Mais en tout cas, c'est ça. Oui, fait qu'on on est toujours invité à Montréal. Ici, on a sorti un livre dans la dernière année. Puis les autres villes, ça va dépendre. Il y a des années où tu peux être invité à Gatineau, mais pas nécessairement l'autre. OK, tu dois être invité, dans le fond. C'est pas ta maison d'édition qui propose ton nom pour le Salon du livre. Peut-être. Ah, okay. Mais après ça, c'est pas toi qui s'occupe de cette portion-là. Peut-être. OK. Puis, dis-moi, est-ce que tu as déjà vécu des défis
en tant qu'écrivaine? Tu sais, mettons un moment où tu as tout remis en question, que tu t'es dit, non, mais là, c'est de la merde, puis non. Là. Quand on lit, puis ça, les éditeurs, ils doivent vivre avec ça, probablement avec tous les auteurs, là, quand on est dans la réécriture. Parce que, comme je te disais, là, moi, quand je suis en train de l'écrire, je suis pas quelqu'un qui doute. Ça, je sais qu'il y a des auteurs que oui, mais moi, c'est quelque chose que j'aime de mon processus, que j'écris comme, tu sais, quelqu'un qui est en amour puis qui voit pas les défauts de la personne. Genre, tu sais, je suis comme en lune de miel. Oui, je me pose plein de questions, là, dans mon... Tu sais, je suis pas comme là, peut-être tout ce que je vais taper va être bon, tu sais, mais je suis vraiment comme dans un mode que je sens que ça me couperait dans mon élan d'être trop critique et tout. Fait que quand je l'écris, je suis vraiment confiante par rapport à ce que j'écris. Mais après ça, quand je suis dans la réécriture, là, c'est la partie où on dirait que je me mets tellement à réaliser qu'il y a du monde qui vont le lire. Parce que même si je suis publiée maintenant, ça reste que quand j'écris, on est loin encore là qu'il soit sur les tablettes. Puis ça se peut là, que je décide de le garder juste pour moi. Tu sais, je suis pas encore en mode comme quelqu'un va le lire. C'est vraiment entre moi et moi, puis je sens que j'ai besoin de l'écrire. Mais après ça, là, quand l'éditeur a repassé, on dirait que, wow, il y a comme une lucidité qui embarque. Puis là aussi, c'est que mes livres sont longs, puis je dois les lire et les lire et les lire avec des petits commentaires, avec des trucs à réécrire. Fait que je pense que c'est pas sain de lire un livre aussi souvent. Tu sais, si t'as aimé Quelques solitudes, mais je te mettrai au défi de le lire 12 fois, tu vas le trouver plate. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, on se tanne, là. Tu vas le trouver plate, et genre, surtout dans une courte période. Oui. Fait que je me mets tout le temps à trouver que c'est plate. Puis aussi, je me mets aussi à trouver que c'est prévisible parce que j'arrête pas de le lire. Ben oui, c'est ça. Fait que je me dis tout le temps que, oh mon Dieu, non. Fait que oui, ça, c'est un défi d'aussi de voir à quel moment, comme, OK, là, faut prendre du recul. Là, mon jugement, il est trop, comme, il est interféré par le fait que je l'ai trop lu, que je suis trop en train de me remettre en question. Aussi parce que la réception de Sauf que Sam est mort avait été vraiment bonne, à mon avis, à moi. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, est-ce que après ça, c'est fini. Tu sais, c'est comme un one-shot deal, comme... Puis là, ça sera plus bon, là, tu sais. Mais ça se peut, tu sais, des fois, il y en a qui ont un moment de gloire, un succès, puis après, genre une toune, là, super bonne. Puis mais... ouais, j'avais cette peur-là. Puis surtout que Sauf que Sam est mort était gros, il était dense. J'avais l'impression que, tu sais, Quelques solitudes allait être perçu comme un trop léger, ou c'est ça, je me mettais à avoir des doutes à ce niveau-là. C'est sûr qu'il est vraiment plus petit aussi. Moi, moi je lis pas ultra vite, là, mais... Je l'ai lu en une semaine. Ah oui, mais ça, on m'a dit beaucoup qu'il était comme page turner. Oui, c'est contente. Ça. Il se lit bien. Tu sais, c'est ce que j'ai aimé aussi de... Ben là, j'ai pas lu les autres encore, là, mais ce que j'ai aimé de ton écriture, c'est ça, c'est que c'est simple à lire, tu sais, dans le sens que des fois, mettons, tu vas lire quelque chose de tellement compliqué que t'es pas capable de te concentrer sur l'histoire. Là, t'es vraiment dans l'histoire, tu comprends ce qui se passe. Moi, c'est ça, j'ai trouvé vraiment, vraiment bon. Comment tu trouves ça quand tu vas, mettons, à la librairie, puis tu vois ton premier livre, là, quand tu l'as vu dans les librairies? Ah, mon Dieu, c'était tellement beau. Oui, c'était un beau moment. Ouais, mon Dieu. Puis oui, je me souviens, là, c'est le L'Archambault, là, proche de Berry, qui va fermer. Ouais, j'étais allée le voir en vrai, puis ouais, il y a un sentiment là-dedans qui est assez fou de penser que il y a pas si longtemps, c'était moi avec mon document Word dans mon lit, puis là, c'est tangible, n'importe qui peut le lire. C'est sûr que tu dois avoir un sentiment de fierté. Ah ouais, vraiment, vraiment. Ouais. Mais il y a aussi une grosse partie de moi, j'ai l'impression que, tu sais, on parlait tantôt de la vingtaine, on se pose plein de questions et tout, mais j'ai vraiment l'impression d'être à la bonne place. Tu sais, j'ai pas tant que ça le syndrome d'imposteur, puis je veux vraiment encourager les filles à pas avoir ce... Quand tu sens que t'as du talent dans quelque chose puis que t'es reconnue là-dedans, t'es à ta place, là. Puis, mais c'est bien que tu aies cette confiance-là parce que, justement, juste de travailler sa confiance, c'est déjà long et, tu sais, un gros travail. Mais en ayant ça, c'est pas que c'est plus facile pour toi, mais dans le sens que ça t'amène à dire... Je suis confiante de ce que je lance, de ce que j'amène à mon éditeur. Puis on y va avec ça. Puis tu sais, t'es quand même rendu à 4 livres en très peu de temps, là. Tu sais, je trouve que c'est vraiment... moi, je répète, là, mais c'est encore très impressionnant. Merci. Est-ce que, là, tu sais, tu me disais, dans le fond, là, que t'as pas écrit depuis quelques mois. As-tu déjà
une idée de ton prochain livre? Oui, parce que là, c'est ça, comme je te disais, j'ai pas écrit dans les derniers mois, mais j'avais écrit quelque chose avant, parce que tout est en décalé, justement, avec le contrat, quand est-ce que le livre sort. Fait qu'il y a des périodes où j'étais pas dans autant de travail éditorial, puis j'avais écrit quelque chose d'autre. Fait que t'as déjà un autre roman qui est prêt, là. Oui. Ben, il est pas prêt, parce qu'il est encore un manuscrit. Oui, mais il est prêt en manuscrit. Ouais. OK. Ouais. Mais... ça, j'ai vraiment hâte, là. Oui? Quand est-ce que tu penses... le soumettre à ton éditeur? Ben là, elle l'a, parce que moi, dès que je finis de l'écrire, je lui envoie, parce que c'est ça, là, c'est comme... on a maintenant un lien qui est plus privilégié ensemble. Puis elle, après ça, je vais voir qu'est-ce qu'elle va me dire par rapport à ça, mais j'ai hâte. Oui. Mais ça conclut déjà notre épisode d'aujourd'hui. Mais merci, Marianne. Merci. J'apprécie tellement que tu aies accepté de venir, que tu nous présentes tes œuvres, tes bébés. Oui, 4 bébés. Puis, en tout cas, c'est sûr, moi, ça me donne vraiment le goût de les lire, là. Toutes les histoires que tu m'as racontées, là, ils me fascinent. Tant mieux. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Je suis curieuse. Tant mieux. Fait que... on va suivre ça de près. On va suivre aussi de près le lancement de ton prochain livre qui n'est pas encore sur les tablettes. Je peux pas encore vous dire quand, mais j'ai hâte d'en parler. Mais sinon, on répète là, que Mais l'automne est arrivé, là, a sorti il y a 2 semaines. Oui, le 11 octobre. Il faut lire tant que ce sera l'été avant. Oui, ça, c'est sûr. Fait que sinon, je vais encore une fois laisser là, dans la description tous les liens pour suivre Marianne, pour ses livres, si ça vous intéresse de les lire. Fait que merci d'avoir été à l'écoute, puis je vous vois dans un prochain épisode. Merci. Merci. Bye bye.